Charles Perrault, Conte de ma mère Loi. Folio Junior, édition spéciale. Collection Folio Junior, dirigée par Jean-Olivier Héron et Pierre Marchand. Charles Perrault n'est pas seulement l'auteur de La Belle au bois dormant, Cendrillon ou Barbe bleue. S'il a été un écrivain précoce, Perrault, comme beaucoup d'hommes de son temps, a d'abord été un homme de loi. Avocat, il entre à l'âge de 26 ans dans l'administration royale où il exerce divers emplois jusqu'en 1671, date à laquelle il devient membre actif de l'Académie française. C'est surtout à cette époque qu'il s'occupe de littérature, une littérature de mondains qui fréquente les salons. C'est ainsi qu'il écrit des poèmes précieux comme La Chambre de justice d'amour. Curieusement, c'est en littérature qu'il va devoir mener sa plus grande bataille. Dans la célèbre querelle des anciens et des modernes, querelle qu'il oppose à Boileau et ses amis, cependant, aux côtés des écrits polémiques de cette époque, Perrault publie en 1697 les histoires aux contes du temps passé avec des moralités, également intitulé Conte de ma mère Loi. Par peur de la critique, il publie ce recueil sous le nom de son fils et le dédie à la grande mademoiselle. Le succès de ces récits est immédiat après sa mort, survenue le 16 mai 1703. Beaucoup furent transcrits par Grimm, par exemple, ou mis en musique par Offenbach, Rossini, Bartók, ou tout simplement aimés par de nombreux lecteurs comme vous allez bientôt les aimer. Gustave Doré est né le 6 janvier 1832. Il commence sa carrière illustrée dès l'âge de 5 ans, en illustrant merveilleusement bien ses cahiers d'écoliers. À 7 ans, il se passionne pour la musique et à l'âge de 15 ans, il publie ses premiers dessins. En 1852, il met son talent au service des plus grands écrivains, Cervantes, Dante, Balzac, La Fontaine, etc. Gustave Doré meurt le 23 janvier 1883. Folio Junior a déjà publié un texte illustré par Gustave Doré, Aventure du baron de Munchausen. Henri Galeron, auteur de la couverture des Contes de ma mère Loi, est né en 1939 dans les Bouches-du-Rhône. Henri Galeron aime à dire qu'il ne dessinerait pas s'il pouvait vivre de la pêche à la ligne, mais comme, heureusement, ce n'est pas le cas, il a illustré quelques livres chez Arline Kist, beaucoup de couvertures de livres, de pochettes de disques et de nombreuses pages de magazines. Enfin, Henri Galeron doit être très sévère avec ses enfants pour qu'ils ne cassent pas ses jouets mécaniques. Charles Perrault, Conte de ma mère Loi, illustration de Gustave Doré, Gallimard. Avant-propos, c'est pour ses enfants que Charles Perrault, bourgeois de Paris, 1628-1703, a écrit ses contes. Mais il est certain qu'il ne voulait pas restreindre son public à ce petit cercle familial. Perrault est déjà un auteur de renom au moment où est édité Griselli X en 1691. Dans la querelle des anciens et des modernes, il s'est déjà illustré. Cela explique peut-être que, membre de l'Académie française depuis 1671, il ait fait publier les contes, jugés comme des textes moins sérieux, sous le nom de son fils, Perrault d'Armancourt. Et pourtant, si le nom de Charles Perrault est passé jusqu'à nous et a même franchi nos frontières, c'est exclusivement au conte qu'il le doit. Conteur, il s'inscrit dans une longue tradition qui passe par Bocassé. Écrivain, il n'est pas négligeable. Il s'est donné pour maître La Fontaine, le La Fontaine des contes aussi bien que celui des fables, et veut comme lui à la fois instruire et divertir. Fénelon faisait de même quand il écrivait des fables pour son élève, le duc de Bourgogne. La diversité de leurs centres d'intérêt peut expliquer que les contes de Perrault touchent tous les publics. Récits féeriques qui ont peut-être leur source dans une mythologie universelle, dans l'inconscient collectif, ils nous rapportent des événements surnaturels et des phénomènes de magie, flattant ainsi en nous le goût du merveilleux qui surgit à l'enfance proprement dite et fournissant des aliments à notre imagination. De même effet sont l'étalage du luxe, le tableau des richesses, qui font de l'univers quotidien des contes de fées un univers somptueux, peuplé de princes et de princesses, vêtus d'habits de rêve, les coffres pleins de pierreries et d'or. Perrault a su aussi admirablement préserver une part de l'esprit folklorique. Il ne garde des personnages que les éléments les plus simples, les plus frappants, ceux qui les définissent le plus efficacement et restent le mieux dans la mémoire. En mêlant habilement les archaïsmes et les anachronismes, il crée chez les lecteurs un sentiment de dépaysement propice à la rêverie et fait appel à leur sens de l'humour, leur donne le plaisir de la complicité. D'un autre côté, on ne peut ignorer que dans les contes transparaissent les réalités de la France de la fin du XVIIe siècle. Non seulement il nous renseigne sur l'état des campagnes ou les conditions de vie dans un intérieur bourgeois, mais il nous éclaire sur la situation sociale en général, les rapports des différentes classes qui la constituent et sur les grands principes ou les grandes idées qui les régissent.
les rapports des différentes classes qui la constituent et sur les grands principes ou les grandes idées qui les régissent. Le même souci de réalisme conduit l'auteur à ne jamais oublier dans le fil de ses récits, et ceci à l'encontre de l'esprit de merveilleux et de féerie, la place de la psychologie. Ces héros ne sont jamais entièrement le jouet des forces surnaturelles, mais conservent un caractère d'humanité qui les rapproche de nous. C'est même le cas de la vieille fée dans La Belle au bois dormant. Enfin, si les contes nous donnent certaines leçons de vertu, parce qu'on y prône le courage, la ténacité, parfois la bonté et le désintéressement, parce que le méchant n'y triomphe jamais du bon, on s'aperçoit très vite que Perrault, en cela très proche de La Fontaine, ne peint pas un monde entièrement vertueux. Ce n'est qu'à force de sagesse opportuniste, de sens pratique, de prudence et de ruse que les personnages peuvent échapper à la cruauté de leurs ennemis, à l'inhumanité de leurs parents, à la misère et à la faim, quand ce n'est pas à l'appétit monstrueux d'un ogre issu du plus effrayant cauchemar. Partout règne l'argent qui assure la domination des plus riches, et après lequel ne cessent de courir les plus pauvres. Et le bonheur des uns se fait rarement sans le malheur de plusieurs autres et bien souvent leur mort. Tout l'art de Perrault consiste donc dans sa sobriété, dans sa volonté de tout égayer, en sachant, à un moment ou à un autre de son récit, nous lancer le clin d'œil de connivence. Cela n'était donc que Conte à dormir debout, Bodane, conte de Mamerlois. La manière dont le public a reçu les pièces de ce recueil, à mesure qu'elles lui ont été données séparément, est une espèce d'assurance qu'elles ne lui déplairont pas en paraissant tout ensemble. Il est vrai que quelques personnes qui affectent de paraître graves et qui ont assez d'esprit pour voir que ce sont des contes faits à plaisir et que leur matière n'en est pas fort importante, mais ont eu la satisfaction de voir que les gens de bon goût n'en ont pas jugé de la sorte. Ils ont été bien aises de remarquer que ces bagatelles n'étaient pas de pures bagatelles, qu'elles renfermaient une morale utile et que le récit enjoué dont elles étaient enveloppées n'avait été choisi que pour les faire entrer plus agréablement dans l'esprit d'une manière qui instruisit et divertit tout ensemble. Cela devrait me suffire pour ne pas craindre le reproche de m'être amusé à des choses frivoles. Mais comme j'ai affaire à bien des gens qui ne se paient pas de raison et qui ne peuvent être touchés que par l'autorité et par l'exemple des êtres anciens, je vais les satisfaire là-dessus. Les fables milésiennes si célèbres parmi les Grecs et qui ont fait les délices d'Athènes et de Rome n'étaient pas d'une autre espèce que les fables de ce recueil. L'histoire de la matrone d'Éphèse est de la même nature que celle de Grysélidis. Ce sont l'une et l'autre des nouvelles, c'est-à-dire des récits de choses qui peuvent être arrivées et qui n'ont rien qui blesse absolument la vraisemblance. La fable de Psyché, écrite par Lucien et par Apulée, est une fiction toute pure et un conte de vieille comme celui de Podane. Aussi voyons-nous qu'Apulée le fait raconter par une vieille femme et une jeune fille que des voleurs avaient enlevée, de même que celui de Podane est conté tous les jours à des enfants par leur gouvernante et par leur grand-mère. La fable du laboureur qui obtint de Jupiter le pouvoir de faire comme il lui plairait la pluie et le beau temps, et qui en usa de telle sorte qu'il ne recueillit que de la paille sans aucun grain, parce qu'il n'avait jamais demandé ni vent, ni froid, ni neige, ni aucun temps semblable, chose nécessaire cependant pour faire fructifier les plantes, cette fable, dis-je, est de même genre que le conte des souhaits ridicules, si ce n'est que l'un est sérieux et l'autre comique. Mais tous les deux vont à dire que les hommes ne connaissent pas ce qui leur convient et sont plus heureux d'être conduits par la Providence que si toute chose leur succédait selon qu'ils le désirent. Je ne crois pas qu'ayant devant moi de si beaux modèles dans la plus sage et la plus docte antiquité, on soit en droit de me faire aucun reproche. Je prétends même que mes fables méritent mieux d'être racontées que la plupart des contes anciens, et particulièrement celui de la matrone d'Éphèse et celui de Psyché, si l'on les regarde du côté de la morale, chose principale dans toutes sortes de fables, et pour laquelle elles doivent avoir été faites. Toute la moralité qu'on peut tirer de la matrone d'Éphèse est qu'ainsi il n'y en a presque point qui le soit véritablement. Qui ne voit que cette morale est très mauvaise et qu'elle ne va qu'à corrompre les femmes par le mauvais exemple et à leur faire croire qu'en manquant à leur devoir elles ne font que suivre la voie commune. Il n'en est pas de même de la morale de Grysélidis qui tend à porter les femmes à souffrir de leur mari et à faire voir qu'il n'y en a point de si brutal ni de si bizarre dont la patience d'une honnête femme ne puisse venir à bout. À l'égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, fable en elle-même très agréable et très ingénieuse, je la comparerai avec celle de Podane,
quand je la saurai, mais jusqu'ici, je n'ai pu la deviner. Je sais bien que psyché signifie l'âme, mais je ne comprends point ce qu'il faut entendre par l'amour qui est amoureux de Psyché, c'est-à-dire de l'âme, et encore moins ce qu'on ajoute que Psyché devait être heureuse, tant qu'elle ne connaîtrait point celui dont elle était aimée, qui était l'amour, mais qu'elle serait très malheureuse dès le moment qu'elle viendrait à le connaître. Voilà pour moi une énigme impénétrable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette fable, de même que la plupart de celles qui nous restent des anciens, n'ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes mœurs qu'ils négligeaient beaucoup. Il n'en est pas de même des contes que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants. Ils ne les ont pas contés avec l'élégance et les agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs fables. Mais ils ont toujours eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une morale louable et instructive. Partout la vertu y est récompensée, et partout le vice y est puni. Ils tendent tous à faire voir l'avantage qu'il y a d'être honnête, patient, avisé, laborieux, obéissant, et le mal qui arrive à ceux qui ne le sont pas. Tantôt ce sont des faits qui donnent pour don à une jeune fille qui leur aura répondu avec civilité, qu'à chaque parole qu'elle dira, il lui sortira de la bouche un diamant ou une perle, et à une autre fille qui leur aura répondu brutalement, qu'à chaque parole, il lui sortira de la bouche une grenouille ou un crapaud. Tantôt ce sont des enfants qui, pour avoir bien obéi à leur père ou à leur mère, deviennent grands seigneurs, ou d'autres qui, ayant été vicieux et désobéissants, sont tombés dans des malheurs épouvantables. Quelque frivoles et bizarres que soient toutes ces fables, dans leurs aventures, il est certain qu'elles existent dans les enfants, le désir de ressembler à ceux qu'ils voient devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont tombés par leur méchanceté. N'est-il pas louable à des pères et des mères, lorsque leurs enfants ne sont pas encore capables de goûter les vérités solides et dénuées de tout agrément, de les leur faire aimer, et si cela se peut dire, de les leur faire avaler, en les enveloppant dans des récits agréables et proportionnés à la faiblesse de leur âge. Il n'est pas agréable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n'a encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées. On les voit dans la tristesse et dans l'abattement, tant que le héros ou l'héroïne de conte sont dans le malheur et s'écrient de joie quand le temps de leur bonheur arrive. De même qu'après avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la méchante, ils sont ravis de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont semences qu'on jette qui ne produisent d'abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais dont il ne manque guère d'éclore de bonnes inclinaisons. J'aurais pu rendre mes contes plus agréables en y mettant certaines choses un peu libres, dont on a accoutumé de les égayer, mais le désir de plaire ne m'a jamais assez tenté pour violer une loi que je me suis imposée de ne rien écrire qui pût blesser ou la pudeur ou la bienséance. Voici un madrigal qu'une jeune demoiselle de beaucoup d'esprit a composé sur ce sujet, et qu'elle a écrit au-dessous du conte de Podane que je lui avais envoyé. Le conte de Podane est ici raconté avec tant de naïveté qu'il ne m'a point diverti, que quand auprès du feu ma nourrice ou mamie tenait en le faisant mon esprit enchanté. On y voit par endroits quelques traits de satire, mais qui sont fiels et sans malignité, à tous également font du plaisir à lire. Ce qui me plaît encore dans sa simple douceur, c'est qu'il divertit et fait rire sans que mère, époux, confesseur y puissent trouver à redire. Histoire ou conte du temps passé, avec des moralités. À Mademoiselle, Mademoiselle, on ne trouvera point étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les contes de ce recueil, mais on s'étonnera qu'il ait eu la hardiesse de vous les présenter. Cependant, mademoiselle, quelque disproportion qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre esprit, si on examine bien ces contes, on verra que je ne suis pas aussi blâmable que je le parais d'abord. Ils renferment toute une morale très sensée et qui se découvre plus ou moins, selon le gré de pénétration de ceux qui les lisent. D'ailleurs, comme rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit, que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites choses, on ne sera point surpris que la même princesse, à qui la nature et l'éducation ont rendu familier ce qu'il y a de plus élevé, ne dédaigne pas de prendre plaisir à de semblables. Il est vrai que ces contes donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles,
où la louable impatience d'instruire des enfants fait imaginer des histoires dépourvues de raison, pour s'accommoder à ces mêmes enfants qui n'en ont pas encore, mais à qui convient-il de connaître comment vivent les peuples, qu'aux personnes que le ciel destine à les construire? Le désir de cette connaissance a poussé des héros, et même des héros de votre race, jusque dans des huttes et des cabanes pour y voir de près, et pour eux-mêmes ce qui s'y passait de plus particulier, cette connaissance leur ayant paru nécessaire pour leur parfaite instruction. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, pourrais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable ce que la fable en incroyable? Et jamais fait autant jadis, fit à la jeune créature, plus de dons et de dons exquis, que vous en avez fait la nature. Je suis avec un très profond respect, mademoiselle, de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur P. d'Armancourt.